Bonjour, Hubert Huertas, à mes côtés François Bonnet. Bonjour. Pour le 36e numéro d'Objection d'entretien politique de Mediapart. Cette semaine, lucidité diplomatique ou retour à la guerre froide. Question sur la politique étrangère vue par le parti de gauche. Notre invitée, c'est Martine Billard. Bonjour. Bonjour. Vous avez été députée, vous avez longtemps milité chez les Verts avant de rejoindre le parti de gauche. Vous avez été coprésidente du parti de gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, vous occupez les fonctions de secrétaire à l'international. Alors, on va parler de politique étrangère et le premier sujet sera politique étrangère, mais pas tout à fait puisqu'on va parler de l'Europe. La présidence de l'Europe était italienne depuis 6 mois, c'était Matteo Renzi, le président de l'Europe. Donc ma première question va être toute simple, je vais vous demander comment vous jugez cette présidence qui s'achève. Écoutez, c'est comme les présidences précédentes, c'est-à-dire qu'à part le personnage qui est le président, personne ne le sait quasiment. Bon, ça n'a strictement aucune importance. Et je crois que bon, on pourrait très bien arrêter avec cette présidence tournante, que personne ne se rendrait compte qu'il y avait avant des présidents. Moi, je le juge plutôt par rapport à ce qu'il a fait en Italie. Bon, il est arrivé en Italie quand même un peu par un putsch, puisqu'il a poussé son prédécesseur qui était de son parti, en disant « pousse-toi de là que je m'y mette ». Bon, en faisant de grandes promesses finalement à ses concitoyens. Pour l'instant, il ne semble pas qu'il ait fait énormément de choses, mais il est en train d'essayer de passer donc une loi qui vise à revenir sur un certain nombre d'acquis sociaux, notamment par exemple sur les questions de licenciement, qui est une loi qui ressemble d'ailleurs beaucoup à la loi Macron, parce que finalement, tous ces gens-là dans les différents pays de l'Union font un peu les mêmes politiques, et c'est ce qu'est en train de faire Renzi en Italie. Il y a eu une grande journée de mobilisation il y a quelques jours en Italie, avec plus d'1 million de personnes dans la rue, justement donc contre cette loi. Mais la politique qu'il mène en Italie, c'est la politique d'austérité qui est menée dans tous les pays d'Europe. Alors justement, il a mené une réforme territoriale et une réforme du marché du travail qui a provoqué cette journée de grève en Italie. Donc, vous, le parallèle Renzi-Valls vous semble toujours pertinent ou pas? Oui, mais parce que par exemple l'exigence de réforme territoriale, c'est dans la feuille de route de l'Union européenne, donc ça s'applique normalement dans tous les pays. Donc ensuite, les gouvernements nationaux ont beau jeu de nous dire que non, que ça n'a rien à voir avec la politique européenne. C'est très très lié, au contraire, aux exigences de la Commission européenne, donc que ce soit sur ce qu'ils appellent joliment la flexibilisation du marché du travail, bon, ce qui veut dire en fait en général la précarité, que ce soit donc sur la réforme territoriale qui est imposée à l'Italie, mais qui est aussi donc imposée à la France. Alors, je ne connais pas le détail de la réforme en Italie. Bon, le détail de la réforme en France, à l'heure actuelle, c'est qu'on va aller aux élections départementales et personne comprend comment ça fonctionne, et qu'on va même aller voter pour des élus dont on ne sait pas quelles seront les tâches. Donc c'est quand même une grande première, mais ce n'est pas inconstitutionnel. Donc je crois que surtout ça prouve quand même l'épuisement un peu de nos institutions, en tous les cas dans le cas français, et le fait qu'il serait peut-être temps effectivement de changer de république et de passer à une 6e. L'Europe et le parti de gauche, ce qu'on entend surtout, c'est une grande défiance, et quand je dis défiance, c'est un très petit mot, probablement, vis-à-vis de l'Allemagne. On a en mémoire la dernière injonction de Jean-Luc Mélenchon qui demande à Mme Merkel de la fermer. Est-ce que pour vous, ce que doit faire un homme de gauche, c'est d'abord de se défier de l'Allemagne au niveau de l'Europe, parce que cette Europe serait dirigée par les conservateurs allemands? Est-ce qu'il faut être germanophobe pour être de gauche? Là, je crois que c'est un petit peu caricatural. Légèrement. Légèrement, comme vous dites. Parce que d'abord, je rappelle que le parti de gauche siège au sein du parti de la gauche européenne, donc avec un parti allemand qui est Die Linke, donc la gauche allemande, que donc nous avons des relations constantes. Ça nous arrive aussi d'avoir des relations avec des syndicats allemands. Donc notre problème, c'est pas l'Allemagne, ni le peuple allemand, c'est la politique menée par un gouvernement de droite et en coalition avec le SPD, de la social-démocratie allemande. Donc un gouvernement CDU-SPD qui mène une politique effectivement qui est assez égoïste de leur point de vue par rapport au reste de l'Europe, puisque effectivement l'Allemagne a des excédents, mais elle fait les excédents sur le dos des autres pays, puisque quand même la majorité des échanges au sein de l'Union européenne sont entre pays de l'Union européenne, ne sont pas vers
hors Union européenne. Bon, et donc la majorité des excédents de l'économie allemande se font sur le dos des économies des autres pays de l'Union, avec, bon, et Jean-Luc Mélenchon l'a rappelé d'ailleurs, justement dans le post où il met un peu ses critiques contre le gouvernement de Mme Merkel, c'est le fait qu'il y a un taux de pauvreté très fort en Allemagne, lié aux lois sur le chômage, les fameuses lois Hartz. J'ai vu récemment que les personnes âgées qui n'avaient plus les moyens en Allemagne étaient obligés de partir en maison de retraite en Pologne et dans d'autres pays de l'Est où c'était moins cher. Donc je pense qu'on ne peut pas en faire un modèle économique pour l'ensemble de l'Europe comme certains essaient de nous le faire croire. Pourquoi le choix d'une telle virulence verbale? Alors il y a eu ce fameux tweet traduit, il y a eu 2 traductions du reste, c'était ou bien « fermez-la Madame Merkel » ou bien « ta gueule Madame Merkel ». Et puis après il y a eu un autre incident qui était une adresse de Jean-Luc Mélenchon traitant de caricature de Bosch, une eurodéputée avec laquelle il avait débattu sur France 2. Pourquoi ce choix d'une sorte de mise en scène frontale avec l'Allemagne? Et reprenant des termes, voilà, il y a eu quand même 3 guerres et non des moindres dans notre histoire, donc pourquoi ce choix? Je vous rappellerai que par exemple, Danny Cohn-Bendit, en plein Parlement européen, avait dit au président du groupe SPD, ferme-la. En plein hémicycle du Parlement européen. Oui, Berlusconi avait aussi traité de capot Martin Schulz quand il présidait le... C'est pas la même chose, mais il avait dit ferme-la, ce qu'a dit Jean-Luc à Mme Merkel. Bon, donc on n'a pas fait un tel scandale et on n'a pas traité Danny Cohn-Bendit à l'époque de germanophobe. Ça aurait été difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a eu quand même dans ce fameux débat à la télévision, avec l'intervention de la députée de la CDU en direct. Bon, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais c'était quand même impressionnant. Bon, elle tenait un discours absolument offensant vis-à-vis de la France. Le même discours d'ailleurs qui a été tenu par rapport à la Grèce, c'est-à-dire cette vision que les peuples du Sud sont des feignants, ils ne veulent pas bosser, ils veulent vivre sans travailler. Bon, ce qui a été dit aux Grecs, bon, ce que disait cette députée de la CDU dans ce débat, en plus sans comprendre la métaphore qu'avait fait Jean-Luc sur la question du coiffeur. Bon, donc voilà, donc il y a aussi à un moment donné, c'est pas un problème par rapport à l'Allemagne et aux Allemands, je le répète, c'est un problème par rapport à la CDU allemande et sa conception des politiques à mener en Europe et bon, son orgueil, quoi, un peu par rapport à l'ensemble des peuples d'Europe. Avant de tourner cette page de l'Allemagne, si l'Allemagne est un tel enfer, les travailleurs pauvres, comme vous l'avez souligné, les personnes âgées qui sont obligées de chercher des maisons de retraite en Pologne, pourquoi cette popularité d'Angela Merkel, qui a tout de même été réélue et qui vient d'être réélue dans son parti, mais qui a été réélue par les Allemands aussi? Ils l'aiment, les Allemands. Ils aiment leurs tortionnaires, alors. Allez, c'est quand même pas une tortionnaire, pas exagéré. Bon, ben oui, vous savez, s'il suffisait qu'une politique soit mauvaise pour que les électeurs votent contre, ce serait beaucoup plus simple et on aurait transformé nos différents pays, que ce soit les Allemands, l'Allemagne ou nous, la France, beaucoup plus rapidement et depuis longtemps. Malheureusement, c'est pas toujours aussi simple. Je ne sais pas quel est le taux d'abstention en Allemagne. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être des choses à regarder de ce côté qui pourraient expliquer que, bon, Mme Merkel puisse se faire élire, mais enfin, elle s'est fait élire dans le cadre d'une coalition, quand même, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire, la CDU-CSU, avec la Bavière, n'est pas arrivée toute seule à avoir la majorité. Avec le SPD. Avec le SPD. Donc, voilà. Bon. Alors, du coup, quelle force vous soutenez en Europe, avec qui vous sentez des affinités, voire en situation d'alliés politiques? Bah, écoutez, nous travaillons donc, et nous dénonçons donc dans l'ensemble de l'Europe donc les politiques d'austérité menées. Donc effectivement, nous avons des affinités avec les forces politiques dénonçant ces politiques d'austérité à la gauche de la social-démocratie. Je précise tout de suite pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce qu'il peut y avoir d'autres groupes qui dénoncent la politique d'austérité. Donc si on prend la Grèce, effectivement, avec Syriza, bon, nous appartenons les uns et les autres au parti de la gauche européenne, et pour nos parlementaires respectifs à la GUE, la gauche qui siège au Parlement européen. En Espagne, donc, nous avons des relations à la fois avec Izquierda Unida au sein du parti de la gauche européenne et avec Podemos en tant que des relations bilatérales, et les députés de Podemos siègent aussi donc, à la GUE. Bon, donc nous avons des alors en Italie, bon, c'est vrai que malheureusement, et ça nous a beaucoup servi de leçon en France,
la gauche, à gauche de la social-démocratie a quasiment disparu. Bon, ils ont essayé de reconstruire lors des dernières élections européennes, donc avec les listes pour Tsipras, pour essayer justement de dépasser tous les passifs qu'il peut y avoir entre eux, pour ceux venant de Rifondazione Comunista ou d'autres groupes. Bon, ils ont un peu amélioré par rapport à précédemment, mais le processus de reconstruction est lent. Je dis que ça nous a servi de leçon parce que ça a été une des raisons qui nous a tous amenés en 2009 à construire le front de gauche, justement pour dépasser l'immédiatement et ne pas terminer comme la gauche italienne. Bon, nous travaillons donc avec Die Linke en Allemagne, nous avons des relations avec des groupes belges, des groupes qui se réclament de l'éco-socialisme comme le Parti de gauche, de la même manière en Angleterre. Donc nous travaillons sur plusieurs sphères, c'est-à-dire qu'à la fois... Donc, la question qui a été posée quand même au Parti de gauche et au front de gauche plus largement, c'est finalement pourquoi n'êtes-vous pas parvenu à devenir Syriza ou à créer des dynamiques de l'ampleur de celles qu'on connaît en Espagne avec Podemos? Alors je crois que d'abord il y a deux choses, c'est que le copier-coller en politique n'a jamais fonctionné. Donc on peut apprendre des autres pays, mais il n'y a pas d'alliance. Voilà. Il y a des dynamiques d'alliance, des dynamiques sociales. Donc ça c'est une première chose. L'autre chose, mais on ne peut pas regretter ça pour la France, c'est que ce que subit le peuple grec, ce que subit le peuple espagnol, ce que subit le peuple portugais par exemple, je dirais bien pire que ce que nous subissons en France au niveau du degré d'austérité, hein, et du degré de pauvreté, de régression qui s'est instauré dans ces trois pays et qui est en train peu à peu de s'instaurer en Italie. Donc ça explique aussi qu'il y ait des révoltes beaucoup plus fortes dans ces pays et des conditions d'apparition d'autres forces. Donc c'est aussi, si on regarde l'Espagne et la Grèce, ce sont des pays qui finalement sont sortis de dictature il n'y a pas si longtemps que ça, hein, la dictature des colonels en Grèce, la dictature de Franco en Espagne, donc qui peuvent aussi expliquer une certaine création de forces politiques que nous n'avons pas en France. On vient de vivre une année qui pour le pouvoir socialiste a été une année noire, une année électorale catastrophique. Or il se trouve que tout le champ que vous reprochez aux socialistes de ne pas avoir occupé, autrement dit le champ de gauche en étant allé à droite, comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas eu au moins un peu de vase communicant et que la défaite des sociaux libéraux, comme vous dites, ait abouti aussi à votre propre défaite? Alors, elle a abouti à notre propre défaite au sens où nous n'avons pas progressé, pas au sens où nous avons régressé. Vous êtes resté très bas, quoi. Il y a tout un espace qui n'a pas été occupé. Attendez, bon, on avait fait 11% à la présidentielle. On fait en moyenne à l'heure actuelle 7-8%, hein, en gros. Je vous ferai remarquer que quand même, il y a quand même pas mal d'années. Ça suffit comme explication? Non, mais je dis quand même, il y a pas mal d'années où, à gauche du PS, il n'y avait pas de force à ce niveau-là. Donc c'est grâce au front de gauche qu'on est revenu quand même à ce niveau-là, qui est un niveau insuffisant, bien évidemment. Alors ensuite, pourquoi? On a sûrement commis des erreurs. Nous pensons en tant que parti de gauche que le manque de clarté au moment des municipales, puisque dans la moitié des villes, le Parti communiste a fait le choix de partir avec le Parti socialiste, n'a pas aidé au fait de pouvoir continuer dans la dynamique qui s'était créée au moment des présidentielles. Le fait que nous soyons restés un cartel, donc n'a pas permis non plus que tous ceux qui s'étaient reconnus dans la campagne présidentielle, qui avaient vu de l'espoir de faire autre chose, de construire autre chose, ils étaient obligés de choisir entre entre différents partis du front de gauche. Ils n'avaient pas forcément envie de choisir. Ils pouvaient avoir envie de venir au front de gauche, mais pas d'adhérer à un seul parti. Donc je pense que c'est cet ensemble de choses qui fait qu'effectivement, nous stagnons et nous n'arrivons pas à progresser. On va continuer notre conversation et on va élargir maintenant notre observation à des questions purement diplomatiques puisqu'elles nous sortent de l'Europe. Donc en France, le parti de gauche, on vient de l'entendre, remet en cause la politique économique du gouvernement. Il critique aussi fortement sa diplomatie ou son absence de diplomatie. Sur le continent, l'Europe qui est associée à l'OTAN soutient le pouvoir ukrainien. Le parti de gauche, lui, défend plutôt Moscou, qui soutient et qui arme les séparatistes. Un conflit qui a culminé avec une tragédie. Le vol MH17 qui s'est écrasé le 17 juillet 2014 dans l'est de l'Ukraine a été abattu par un grand nombre de projectiles à haute vitesse qui ont pénétré dans l'avion, affirme le bureau d'enquête néerlandais pour la sécurité. Sous leur effet, l'appareil s'est disloqué en morceaux. Le crash s'est produit près de la ville de Shakhtarsk, non loin de la frontière russo-ukrainienne, une zone contrôlée par les séparatistes pro-russes.
Parti de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, le Boeing 777 de Malaysia Airlines était attendu à Kuala Lumpur. Ce drame a coûté la vie à 298 personnes. Ce jour-là, Martine Billard, au front de gauche et au parti de gauche en particulier, on n'a pas un peu douté de Moscou et des séparatistes? Mais je dirais que c'est un peu caricatural la façon de présenter. Souvent, hein. Mais oui, c'est ce que c'est la réalité. Mais vous avez le droit de me la le réalité. dire. Bon, d'abord, excusez-moi, je vais repartir d'un peu avant, hein, parce que bon. D'abord, je voudrais rappeler quand même que l'OTAN, donc qui est créée après la guerre, hein, est créée comme finalement zone de défense des pays occidentaux contre ce qui vient de l'Est. C'est ça la création de l'OTAN, hein, par rapport en fait à l'Union soviétique à l'époque. Hein. Bon, or le mur tombe en 1989, l'Union soviétique disparaît en 1991. Donc à l'époque, il aurait été normal de se dire l'OTAN n'a plus de raison d'être. Or non seulement l'OTAN est maintenue et même renforcée, et en plus il y a toute une politique, elle est renforcée, il est même élargi par une institution qui est devenue le Conseil de partenariat euro-atlantique, hein, et qui inclut l'ensemble de la zone, qui est l'ensemble de la zone ancienne d'influence soviétique. Et ça, c'est sous l'impulsion à l'époque, au départ, hein, de l'administration Bush. Alors c'est aussi à la demande des pays sortis de la sphère soviétique, c'est-à-dire que la Pologne ou les pays baltes ont été les premiers demandeurs pour intégrer l'OTAN et trouver un système de défense dont ils ne disposaient plus. Oui, mais si vous voulez, à l'époque, les pays de l'OTAN auraient pu être un peu malins, hein, et dire, bon écoutez, on réfléchit autrement, on repose autrement la question des alliances sur l'ensemble du continent européen, bon, et quels sont les dangers et quelles sont les menaces. Bon. Or, en fait, tout a été fait de manière, et continue à être fait de manière à isoler la Russie, hein, et d'avoir, finalement, de faire un glacis autour de la Russie. Bon. Ce qui n'est pas très malin. Moi, je me rappelle quand même qu'à l'époque de l'Union soviétique, il y a un certain nombre de pays qui avaient fait le choix assez malin d'être neutres, hein, d'être ni dans un bloc ni dans l'autre. Bon, je pense que la sortie de l'affrontement des deux blocs, OTAN, Union soviétique, aurait dû permettre justement de passer à un autre type de politique étrangère, un autre type de relation entre les pays. Ce qui n'a pas été fait, et au contraire, il y a eu une volonté finalement de profiter de la situation pour élargir le glacier OTAN, bon, et en fait avoir peur que la Russie devienne une puissance qui puisse, à la place de l'Union soviétique, entre guillemets, continuer à tenir tête aux États-Unis, parce que c'est un peu ça l'enjeu de ce qui s'est passé et de ce qui continue à se passer. Est-ce que cette dénonciation très vive, très forte de l'OTAN et de ses visées expansionnistes en Europe, et Mediapart, on les a également abondamment critiquées, ne vous amène pas par un effet de balancier un peu extrême à soutenir un régime qu'il est difficile de soutenir, qui est le régime de Vladimir Poutine? Et où avez-vous trouvé une seule déclaration du parti de gauche soutenant le régime de Vladimir Poutine? Non, mais puisque vous nous parlez de caricature, je peux par exemple vous donner une citation de Jean-Luc Mélenchon, hein, qui est faite en mars, qui parlait bien de putsch en Ukraine, un pouvoir putschiste, aventurier, dans lequel les néo-nazis ont une influence tout à fait détestable. C'est la citation exacte de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui s'est passé en Ukraine, c'est un putsch, c'est d'abord une immense révolte populaire, avec ses complexités, avec la complexité politique de l'Ukraine et le poids de certains mouvements d'extrême droite, qu'on ne retrouve plus d'ailleurs aujourd'hui dans le gouvernement. Vous pensez vraiment que c'est un putsch, ce qui s'est passé à Kiev à l'hiver dernier? J'aimerais d'abord vous préciser une chose, c'est que vous pouvez retrouver mes propos, ça a été repris par Libération, où j'ai dit clairement que nous ne soutenions pas Poutine et que nous n'avions jamais considéré que Poutine était un démocrate. Oui. Donc ça, bon, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Sur l'Ukraine, je suis d'accord avec vous, au départ c'est un mouvement populaire qui se soulève contre des oligarques corrompus. Bon, donc ça, au départ, c'est ça. Les pauvres, d'ailleurs, ils ont changé un oligarque pour un autre oligarque. Absolument. Bon, hein. Mais je veux dire, des révolutions populaires qui échouent sur leur objectif, malheureusement, il y en a souvent. Hein. Donc ça part d'un vrai mouvement populaire pour changer la vie, quoi. Parce que c'est ça, pour plus de démocratie, pour de la transparence, contre la corruption. Bon, et ça se termine dans un mouvement qui dérive, avec effectivement un poids de milices quand même très marqué extrême droite, qui est réel. Ça, c'est la réalité aussi. Bon, première chose. Deuxième chose, là-dessus arrive la question de la Crimée. Bon, la question bon, alors, on est de toute façon plus globalement dans un monde où
il y en a qui sont contents de ça, il y en a qui le critiquent, où toutes les frontières ont tendance à être mises en cause. Toutes les frontières issues de la guerre de 14, notamment les fameux accords Sykes-Picot pour tout ce qui est le Moyen-Orient, toutes les frontières issues de la Seconde Guerre mondiale, et donc tout l'ensemble soviétique, et même maintenant les frontières en Afrique. Donc on est dans un chamboulement total des frontières avec une grosse difficulté sur, est-ce qu'on va vers l'émiettement de tous les pays, ce qui aboutit, on le voit en Afrique, avec la disparition des États, dans un certain nombre de cas. Comment on fait? Donc on est dans une situation, alors vient la Crimée là-dedans. La Crimée a été, ce qui est rétrospectivement assez invraisemblable, donnée par Khrouchtchev à l'Ukraine, parce qu'il était ukrainien, en 1954. Oui. On se dit, comment est-il possible de dire comme ça, un dictateur décide, pof, je donne la Crimée à un autre pays. Donc on est dans cette sortie d'une époque qui est des sorties qui sont hyper compliquées, hyper difficiles. Et vous en tirez quelle conclusion? Vous en tirez la conclusion finalement... qu'il faut essayer d'avoir le maximum de discussions pour la paix, essayer de faire ça dans le cadre de l'ONU et pas dans le cadre de l'OTAN. Et voilà, y avoir des négociations de paix, essayer de trouver les meilleures solutions, mais je dis que c'est pas si simple que ça, et d'essayer d'opposer systématiquement les méchants Russes aux gentils Ukrainiens, je pense que ça ne fait rien avancer. Je pense que malheureusement, la situation, alors je sais que quand on dit ça, ça fait toujours un peu bizarre. Où est la faillite de l'Europe dans cette affaire ukrainienne? La faillite de l'Europe, c'est d'avoir poussé à un accord de participation, un accord d'association avec l'Ukraine? Oui, parce que, rappelez-vous la crise des missiles à Cuba. Quand l'Union soviétique a été mettre des missiles à Cuba, les États-Unis ont hurlé et ont menacé d'intervention militaire parce que c'était dans leur chasse gardée. C'était ça. Donc, les États-Unis ont les mêmes types de réactions. Ils sont intervenus militairement au Guatemala en 1954 pour virer le gouvernement d'Arbenz. Oui, mais est-ce qu'en Europe, on doit rester dans cette logique de guerre froide et de... Non, mais justement, je pense qu'il était à peu près prévisible que de vouloir encercler la Russie, comme c'est la politique qui est menée depuis l'explosion de l'Union soviétique, de vouloir encercler, parce qu'il ne faut pas oublier la volonté de bouclier antimissiles aussi, tourner vers la Russie. Donc on est dans un climat, on crée un climat de tension, et après on met le feu à la plaine, et après on s'étonne qu'il y ait le feu, quoi. Donc le problème, c'est qu'il faut revenir à des discussions qui reviennent un peu sur cette façon de faire, qui reviennent sur cette volonté d'encercler la Russie, qui reviennent sur cette volonté de tension, normal et qui propose plutôt la neutralité que le fait de transformer l'OTAN en une alliance militaire de tous les pays d'Europe hors Russie, parce que ça est tourné vers la Russie. Et vous trouvez normal que la Russie continue à gérer une sphère d'influence, que ce soit dans le Caucase, en Asie centrale, en Ukraine, et qu'elle considère ces pays comme des sortes de pays tampons, comme également la Biélorussie, qu'il lui revient de gérer en quelque sorte. Je ne vous ai pas dit ça, mais je vous ai dit que la manière de pouvoir gérer cette situation, ce n'est sûrement pas en créant une énorme alliance militaire contre la Russie. Ça ne peut mener qu'à des conflits. Donc c'est au contraire en arrêtant cette façon de faire et en étant sur des discussions qui sont des discussions pour au contraire réinstaller la paix, faire baisser les tensions et être sur la base de coopération et pas sur la base de bloc contre bloc. Parce que ce qu'a recréé l'OTAN, c'est un bloc contre la Russie. Et les quelques pays qui restent dans cette sphère d'influence, qui sont quand même maintenant quand même très limités. Est-ce que vous n'y êtes pas tout à fait, vous, dans ce bloc contre bloc? Parce que quelque part, et vous allez encore dire que je suis caricatural, mais est-ce que votre diplomatie ne se résume pas au fait que les ennemis de votre ennemi, les États-Unis, sont vos amis? Mais non. Je vous ai dit que nous, on ne soutenait pas Poutine en tant que tel. Poutine, on sait très bien qu'il y a un manque de démocratie en Russie. Mais vous combattez ceux qui vont les embêter. Non. On dit que la politique menée par l'OTAN et par la France dans ce cadre-là, est une politique absurde et qui est une politique de tension. Et que tant que cette politique sera poursuivie, on sera dans des situations de tension, avec du coup des conflits qu'ensuite on a beaucoup de mal à gérer. Les sanctions européennes qui sont aujourd'hui imposées à Moscou, par l'Europe, vous êtes contre cette politique de sanctions? Nous, ce qu'on remarque quand même beaucoup, c'est par exemple sur l'histoire des bateaux. L'Allemagne va livrer des bateaux à Israël. C'est qu'on a des deux poids, deux mesures. La France, et la France, et pas seulement la France, livre des tas d'armes aux monarchies du Golfe.
Bon, pays démocratique bien connu, respectant les droits des femmes, ne décapitant pas d'ailleurs, hein, parce qu'ils ne pratiquent pas la peine de mort par décapitation, et ainsi de suite. Donc à un moment donné, on ne peut pas construire des relations internationales sur de telle façon de faire, c'est-à-dire quand on considère que c'est les intérêts de l'OTAN, de la France, on ferme les yeux, et quand on a une politique qui vise à être une politique agressive, là on se permet tout. Oui, et à un moment donné, il faut remettre à plat au niveau de l'ONU. Nous, on est pour que ce soit l'ONU et plus l'OTAN, qu'on en arrête avec l'OTAN. Oui, mais il y a l'Europe aussi, il y a une Union européenne qui tente de développer une diplomatie, il n'y a pas que l'OTAN. Oui, mais elle est très soumise à ce qui se passe dans l'OTAN et donc à ce que aussi décident les États-Unis par l'intermédiaire de l'OTAN. Le jeu de sanctions contre Moscou n'est pas décidé par l'OTAN, mais par l'Union européenne. Et comment la France, sous pression des dans États-Unis, ce cadre-là, pourrait-elle livrer un navire alors que parallèlement elle soutient un régime de sanctions? Il faut remarquer que normalement c'est l'ONU qui décide des interdictions de livraison d'armes. Historiquement, c'est toujours comme ça, c'est l'ONU. Chaque fois qu'il y a eu des embargos sur les armes, c'était l'ONU. Donc là, on est en train de passer de plus en plus, si vous voulez, à une politique internationale qui n'est plus une politique menée dans le cadre de l'ONU, mais qui est une politique menée dans le cadre de l'OTAN, y compris jusqu'à ce que l'OTAN intervienne militairement, parce que ça a été le cas. Donc nous, c'est ça que nous disons, ce n'est pas possible de continuer sur cette voie parce que c'est une voie porteuse de conflits. Ce souci de ne pas créer de tension parce que ce serait une voie porteuse de conflits, on le connaît maintenant avec Moscou, on l'a connu assez récemment avec encore un autre puissant et une autre dictature quand on a parlé du Tibet et de la Chine. Est-ce qu'il n'y a pas une constante là? Vous savez que ça vous est reproché, c'est pour ça que je vous pose la question. Une constante à finalement soutenir souvent des dictatures. Non, hein? Non, c'est pas c'est un peu. Alors c'est pas un peu caricatural, c'est très caricatural. Alors c'est très caricatural, mais c'est pas la première fois que vous l'entendez. De quoi? Que je soutiens des dictatures? C'est ma vie à me battre contre des dictatures, y compris en prenant des risques. Alors, si on formule différemment la question, est-ce que l'anti-américanisme virulent du front de gauche, dans une dénonciation quand même très forte, c'est Jean-Luc Mélenchon expliquant nous n'avons aucune valeur commune avec les États-Unis, aucune. Est-ce que cette fixation sur la dénonciation de ce que le parti de gauche appelle l'Empire ne l'empêche pas de comprendre les nouveaux mouvements du monde ? Ce qui se passe par exemple dans l'ensemble du monde arabe, ce qui se passe auprès des pays émergents comme le Brésil, comme l'Inde, comme l'émergence de nouvelles puissances. C'est-à-dire, est-ce que cette fixation sur finalement une lecture un peu guerre froide et une lecture ancienne du monde n'empêche pas de saisir les nouvelles opportunités, les nouveaux mouvements? Non, je crois qu'au contraire, si vous voulez, par exemple, nous, on s'est félicité de l'apparition de ce que proposent les BRICS en termes de banque alternative à la Banque mondiale, c'est un peu ça, en termes d'alliance, en termes d'échange et tout. Au contraire, nous, on est tout à fait pour ce genre de situation, pour le fait qu'il y ait d'autres alliances qui se créent, qui soient des alliances de progrès, de développement en tenant compte en plus, en intégrant la dimension écologique, parce que c'est aussi fondamental, hein, et puis ce sont les pays du Sud qui vont être les plus touchés dans un premier temps, hein, enfin ils sont déjà, c'est pas qu'ils vont être, ils sont déjà les plus touchés par les conséquences du réchauffement climatique, de la sécheresse et ainsi de suite. Donc nous, au contraire, on est très très intéressés par tout ce qui se passe ailleurs. On n'arrête pas de regarder ce qui se passe ailleurs. On a des relations avec des tas de forces politiques partout sur la planète. Donc on n'est pas omnibulé par le conflit États-Unis-Russie. Bon, d'abord, c'est toujours la même chose, hein, c'est les politiques des gouvernements. Je veux dire, on n'a rien contre le peuple américain. Ça nous arrive des tas de fois d'être dans des mobilisations en commun, par exemple en ce moment, justement, contre le grand marché transatlantique, et contre l'accord le CETA hein, qui concerne le Canada, où il y a des travails en commun. On était, et c'est la GUE qui l'avait organisé, hein, mardi dernier à Bruxelles, une rencontre de travail justement contre ces traités où il y avait des représentants de mouvements sociaux venus des États-Unis et du Canada. Donc nos alliances, ce sont des alliances avec les mouvements populaires. Ce ne sont pas des alliances avec des gouvernements qui sont des gouvernements qui mènent des politiques libérales.
Martine Billard, une dernière question qui va nous ramener en France. De toute manière, tout est lié. La France, le monde et la diplomatie n'est pas une tranche à part. Est-ce que vous considérez que la multiplication de fronts ou des terroristes qui se réclament de l'islam, hein, on vient de le voir au Pakistan, en Irak, en Iran, en Algérie, dans une certaine mesure, au Mali, est-ce que vous considérez que tous ces fronts terroristes soient des ferments de division ou des ferments dangereux dans la société française où l'islam est devenu la deuxième religion du pays? Et comment le traiter, s'il faut le traiter? D'abord, si vous voulez, nous, l'analyse qu'on fait, c'est que la montée du religieux, du religieux extrémiste dans les pays arabes, c'est aussi lié à la fin du récit nationaliste qui a pu exister en Égypte, en Syrie, en Tunisie, bon, avec ses déformations, ses dérives, la corruption, les dictatures et ainsi de suite. Donc c'est la fin de ça, plus le chamboulement lié à l'effondrement du monde soviétique, ont fait que finalement les peuples se sont tournés vers des mouvements qui sont des mouvements religieux, ça y est, on se retrouve là-dedans, que l'intervention américaine, anglo-américaine en Irak, effectivement avec la déliquescence de l'État irakien, de par la politique américaine absurde, a favorisé effectivement l'émergence de mouvements comme Daesh, la nation de l'État islamique. Mais maintenant que les pots sont cassés, est-ce qu'il y a un danger intérieur ou pas? Il ne faut pas exagérer quand même, attention, on fait beaucoup de bruit avec ça. Bon, d'abord, je ne vois pas pourquoi, parce que quelqu'un a une religion islamique, enfin de l'islam, musulmane, on devrait lui demander de dénoncer le fait qu'il y a des musulmans terroristes. Je veux dire, on ne le demande pas aux autres religions. Donc pourquoi est-ce que quand on a un compatriote qui est musulman, lui, il devrait se justifier? Je veux dire, il n'a pas à justifier. Ces filières vers la Syrie, c'est dangereux ou on les met beaucoup en avant? C'est dangereux, oui, mais vous regardez, il y a un quart de ces jeunes qui partent en Syrie qui sont des convertis. Rien à voir avec le fait que, avec l'immigration, parce qu'on n'arrête pas de nous dire, puis je repense à la déclaration de Zemmour, bon, il faut virer les musulmans de France. Alors bon, d'abord, par rapport à Zemmour, dans ce cas-là, ils virent aussi les harkis. Je pense que là, ils vont avoir un petit problème. Bon, puis c'est absurde. Bon, c'est idiot. Même en dehors de l'aspect moral et tout ça, enfin, c'est totalement idiot. Donc, par contre, qu'il puisse y avoir des jeunes rentrant de Syrie qui commettent un attentat, oui, c'est une possibilité. Mais je veux dire, on a connu des époques d'attentats en France. Hélas, on ne va pas vivre constamment dans l'angoisse de l'attentat. Il faut tout faire pour qu'il n'y en ait pas, bien sûr. Mais en tous les cas, il faut arrêter avec la peur du voisin. C'est impossible de construire comme ça. Au contraire, il faut construire en reconstruisant de l'espoir, de la solidarité. C'est ainsi que peut-être on convaincra ces jeunes qu'ils font fausse route et qu'il ferait mieux de se consacrer à autre chose que d'aller massacrer des pauvres gens. Mais je rappelle quand même toujours, et ce sera mon dernier mot, que ceux qui meurent le plus aujourd'hui du terrorisme de l'organisation de l'État islamique, ce sont des musulmans, ce ne sont pas des occidentaux. Il faut arrêter avec la peur du voisin, ce sera votre dernier mot. Merci Martine Billard, merci d'avoir participé à ce qui était le dernier numéro d'Objection pour cette année 2014. Merci à François Bonnet de l'avoir préparé et présenté avec moi. Et merci à toute l'équipe de 5e étage production qui en assure la réalisation.